La pluie tambourinait contre les vitres teintées de la Bentley Continental GT noire qui glissait silencieusement dans les rues pavées du 16e arrondissement parisien. Alexandre Dubois, 35 ans, ajusta sa cravate Hermès d'un geste machinal tout en parcourant les derniers rapports financiers sur sa tablette. Les chiffres dansaient devant ses yeux. 15 milliards d'euros. C'était sa valeur nette selon Forbes, ce qui faisait de lui l'un des hommes les plus riches de France. Pourtant, en cette soirée pluvieuse d'octobre, quelque chose le rongeait de l'intérieur, une sensation qu'aucun de ces billions ne pourrait jamais acheter. « Monsieur Dubois, nous arrivons au restaurant », annonça discrètement son chauffeur personnel, Henri, un homme de confiance qui travaillait pour lui depuis 10 ans. Alexandre leva les yeux de ses documents et observa l'établissement qui se dressait devant lui. Le Petit Montmartre, un bistrot chaleureux aux façades rouge brique, avec ses fenêtres illuminées qui laissaient filtrer une lumière dorée dans la nuit parisienne. C'était exactement le genre d'endroit qu'il évitait habituellement, préférant les restaurants étoilés Michelin où les prix astronomiques garantissaient une certaine exclusivité. Mais ce soir était différent. Ce soir, il avait besoin de quelque chose d'authentique, de réel. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. Lui, Alexandre Dubois, héritier de l'empire industriel Dubois et fondateur de la société technologique Aquatech, qui révolutionnait le traitement de l'eau dans le monde entier, se retrouvait dans un petit bistrot parisien pour fuir le vide de sa vie dorée. Ses 3 dernières relations amoureuses s'étaient soldées par des échecs retentissants. Des femmes qui ne voyaient en lui qu'un compte en banque ambulant. Sa dernière petite amie, Camille, mannequin international, l'avait quitté la semaine précédente pour un footballeur brésilien, emportant avec elle le collier de diamants à 2 millions d'euros qu'il lui avait offert pour leurs 6 mois de relation. Si cette histoire vous captive déjà, n'hésitez pas à laisser un petit « j'aime » pour m'encourager à continuer. Et dites-moi en commentaire, pensez-vous qu'Alexandre va retrouver le bonheur dans ce petit bistrot? Alexandre poussa la porte du restaurant et fut immédiatement enveloppé par une atmosphère chaleureuse. L'odeur de l'ail, du thym et du vin rouge flottait dans l'air, mélangée aux conversations animées des clients. Les murs étaient ornés de photographies en noir et blanc de Paris d'antan, et des bougies vacillantes sur chaque table créaient une ambiance intime et romantique. Un serveur âgé aux cheveux grisonnants s'approcha de lui avec un sourire sincère, pas le genre de sourire forcé qu'il avait l'habitude de voir quand les gens reconnaissaient son visage sur les couvertures de magazines. « Bonsoir, monsieur. Une table pour une personne ?» demanda le serveur sans la moindre trace de révérence exagérée. Alexandre hocha la tête, appréciant cette simplicité. On le guida vers une table près de la fenêtre, d'où il pouvait observer la rue animée. Il commanda une bouteille de Château Margaux 2010, une habitude qu'il ne pouvait pas complètement abandonner, et parcourut la carte manuscrite. Les plats étaient simples mais prometteurs. Coq au vin, bouillabaisse marseillaise, tarte tatin maison. Rien de sophistiqué, juste de la bonne cuisine française traditionnelle. C'est alors qu'elle apparut. Au début, Alexandre crut à une hallucination. La femme qui s'approchait de sa table avec un carnet de commandes et un sourire professionnel avait quelque chose de familier qui le fit sursauter. Ses cheveux châtains étaient attachés en chignon, quelques mèches rebelles encadrant son visage. Ses yeux verts, ses yeux qu'il n'avait jamais oubliés, brillaient de la même douceur qu'autrefois, malgré les fines rides de fatigue qui les entouraient. Elle portait l'uniforme noir du restaurant avec un tablier blanc, et ses mains, qu'il se souvenait si douces, montraient maintenant les marques d'un travail manuel. « Bonsoir. Avez-vous choisi ?» demanda-t-elle de sa voix mélodieuse, cette même voix qui avait hanté ses rêves pendant des années. Alexandre sentit son cœur s'arrêter un instant. C'était elle. Après 17 ans, c'était vraiment elle. « Élodie » murmura-t-il, sa voix tremblant légèrement. La jeune femme leva les yeux de son carnet et ses traits se figèrent. La reconnaissance passa dans son regard comme un éclair, suivi d'une expression de surprise totale. Alexandre Dubois, sa voix n'était plus qu'un souffle. Le carnet de commandes glissa de ses mains et tomba au sol avec un bruit sourd qui sembla résonner dans tout le restaurant. Autour d'eux, les conversations continuaient, mais pour Alexandre et Élodie, le monde venait de s'arrêter. Élodie Moreau, la fille la plus brillante de leur promotion au lycée Henri IV, celle qui avait décroché une bourse pour étudier la littérature française à la Sorbonne, celle qui écrivait des poèmes magnifiques et rêvait de devenir romancière, celle qui avait été sa meilleure amie, sa confidente et secrètement le grand amour de sa vie d'adolescent, celle qu'il avait cherchée partout après le baccalauréat,
quand elle avait mystérieusement disparu sans laisser d'adresse. « Mon Dieu, c'est vraiment toi !» murmura Alexandre en se levant de sa chaise. Il était maintenant face à elle, et il pouvait voir à quel point elle avait changé. La jeune fille insouciante de 18 ans avait laissé place à une femme de 35 ans marquée par la vie. Ses mains tremblaient légèrement, et il remarqua qu'elle ne portait pas d'alliance, mais une fine chaîne en or autour du cou, avec un petit pendentif en forme de cœur, le même qu'il lui avait offert pour ses 18 ans. « Je dois retourner travailler », balbutia Élodie en ramassant son carnet. Ses joues avaient rosi, et Alexandre pouvait voir qu'elle luttait pour maintenir son calme professionnel. « Qu'est-ce que vous désirez commander ?» La formalité du « vous » le gifla comme une claque. Autrefois, ils étaient inséparables. Ils passaient des heures dans la bibliothèque du lycée, partageant leurs rêves d'avenir. Elle voulait écrire le prochain grand roman français, lui rêvait de révolutionner l'industrie et de rendre le monde meilleur. Ils s'étaient promis de rester amis pour la vie, de se soutenir mutuellement dans leurs ambitions, et maintenant, elle le vouvoyait comme un simple client. « Élodie, s'il te plaît, c'est moi, Alexandre, ton Alex », dit-il doucement, utilisant le diminutif qu'elle seule utilisait autrefois. « Qu'est-ce qui t'est arrivé? Où étais-tu passé? J'ai essayé de te retrouver pendant des années. » Les yeux d'Élodie se remplirent de larmes qu'elle s'efforça de retenir. Elle regarda autour d'elle nerveusement, consciente que d'autres clients attendaient d'être servis et que son patron, M. Bernard, l'observait depuis le comptoir avec un froncement de sourcils inquiet. « Je ne peux pas maintenant, » murmura-t-elle. « Mon service se termine à minuit. Si tu veux vraiment parler, retrouve-moi au café de la gare Saint-Lazare demain matin à 8 heures. » Sans attendre sa réponse, elle s'éloigna rapidement vers une autre table, laissant Alexandre seul avec ses questions et un océan d'émotions contradictoires. Le reste du dîner fut un calvaire pour Alexandre. Il commanda machinalement le coq au vin, mais n'y toucha presque pas. Ses yeux suivaient Élodie dans tous ses déplacements à travers le restaurant. Il l'observait servir les autres clients avec le même sourire professionnel, prendre les commandes, débarrasser les tables. Chacun de ses gestes lui rappelait la grâce naturelle qu'elle avait toujours eue. Mais il y avait maintenant quelque chose de différent dans sa façon de se mouvoir, une fatigue profonde, une résignation qui lui fendait le cœur. Comment la fille la plus prometteuse de leur promotion en était-elle arrivée là? Que s'était-il passé dans sa vie pour qu'elle se retrouve serveuse dans un petit bistrot parisien au lieu d'être l'auteur reconnu qu'elle méritait d'être? Alexandre se souvenait parfaitement de leur dernière conversation, la veille des résultats du baccalauréat. Ils étaient assis sur un banc dans le jardin du Luxembourg et Élodie lui avait parlé de ses projets d'études, de son manuscrit qu'elle comptait terminer pendant l'été, de son rêve de voir un jour ses livres dans les vitrines des librairies parisiennes. « Tu verras, Alex », lui avait-elle dit en souriant, ses yeux verts pétillants d'excitation. « Dans 10 ans, tu seras un grand chef d'entreprise, et moi j'aurai écrit un roman qui fera pleurer tout Paris. » Ils avaient ri ensemble, si confiants en l'avenir, si sûrs que leur rêve se réaliserait. 17 ans plus tard, Alexandre avait effectivement réussi au-delà de ses espérances les plus folles. Aquatech, l'entreprise qu'il avait fondée à 25 ans avec l'héritage de son grand-père, révolutionnait maintenant l'accès à l'eau potable dans le monde entier. Ces innovations technologiques avaient un permis de fournir de l'eau propre à plus de 50 millions de personnes dans les pays en développement. Il avait été nommé entrepreneur de l'année par le magazine Time et ses conférences TED cumula des millions de vues. Financièrement, il avait tout ce qu'un homme pouvait désirer. Des propriétés à Paris, Londres, New York et aux Maldives, une collection de voitures de luxe, un yacht de 60 mètres amarré à Monaco et suffisamment d'argent pour acheter n'importe quoi sur cette planète. Mais Élodie, que lui était-il arrivé? Pourquoi travaillait-elle comme serveuse au lieu de voir ses romans dans les librairies? Cette question le rongeait comme un poison. Il l'avait cherchée sur tous les réseaux sociaux, avait même engagé un détective privé il y a quelques années, mais sans succès. Elle semblait avoir complètement disparu de la circulation après le lycée. Alexandre régla l'addition, 200 € pour un repas qu'il avait à peine touché, incluant un pourboire généreux qui fit sourciller le serveur âgé. En sortant du restaurant, il croisa brièvement le regard d'Élodie, qui débarrassait une table près de la fenêtre. Elle détourna rapidement les yeux, mais il eut le temps de voir une tristesse profonde dans son expression, mélangée à quelque chose qui ressemblait à de la honte. De retour dans sa Bentley, Alexandre ne put s'empêcher de demander à Henri de faire le tour du pâté de maison plusieurs fois. Il voulait voir Élodie sortir du restaurant, s'assurer qu'elle était en sécurité,
comprendre où elle habitait maintenant. C'était peut-être de l'indiscrétion, mais il ne pouvait pas s'en empêcher. À minuit pile, il la vit sortir par la porte arrière du restaurant, enveloppée dans un vieux manteau beige qui avait connu des jours meilleurs. Elle marchait d'un pas fatigué vers l'arrêt de bus le plus proche, et Alexandre eut envie de descendre de sa voiture pour lui proposer de la raccompagner. Mais quelque chose dans son attitude lui disait qu'elle refuserait. Cette nuit-là, Alexandre ne ferma pas l'œil. Allongé dans son lit king-size au drap de soie italien, dans sa suite de 200 mètres carrés surplombant la Seine, il ne pouvait penser qu'à Élodie, à ses mains abîmées par le travail, à la fatigue dans ses yeux, à la façon dont elle avait ramassé son carnet de commandes avec une hâte presque honteuse. Que s'était-il passé dans sa vie? Avait-elle eu des enfants? S'était-elle mariée puis divorcée? Avait-elle tenté de percer dans l'écriture avant d'abandonner ses rêves? Vers 5 heures du matin, n'y tenant plus, Alexandre se leva et se dirigea vers son bureau personnel. Il alluma son ordinateur et commença des recherches approfondies. Il utilisa tous ses contacts, tous ses moyens technologiques pour essayer de reconstituer les 17 dernières années de la vie d'Élodie Moreau. Ce qu'il découvrit le bouleversa plus qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Élodie avait effectivement commencé ses études de littérature à la Sorbonne en septembre suivant leur baccalauréat. Ses résultats académiques étaient excellents, major de promotion pendant 2 ans. Elle avait même publié quelques nouvelles dans des revues littéraires universitaires qui avaient reçu des critiques élogieuses. Tout semblait aller pour le mieux jusqu'à sa 3e année d'études. C'est là que sa trace se perdait dans les archives. Plus d'inscriptions universitaires, plus de publications, plus rien pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'Alexandre trouve une mention de son nom dans les archives d'un hôpital parisien. Élodie Moreau avait donné naissance à une fille, Emma, il y a 13 ans. Le nom du père n'était pas mentionné sur l'acte de naissance. Une fille. Élodie avait une fille de 13 ans. Alexandre sentit son cœur se serrer. Était-ce pour cela qu'elle avait abandonné ses études, pour élever seule un enfant? Mais où était cette petite fille maintenant? Et qui était le père? Alexandre continua ses recherches et découvrit qu'Élodie avait travaillé dans plusieurs emplois précaires au fil des années. Caissière dans un supermarché, femme de ménage dans des bureaux, vendeuse dans une boutique de vêtements, toujours des emplois mal payés, sans perspective d'évolution. Elle avait déménagé plusieurs fois, toujours dans des quartiers populaires de la banlieue parisienne. Ses dernières adresses connues étaient dans le 19e arrondissement, dans des immeubles HLM. Comment la fille la plus brillante qu'il ait jamais connue en était-elle arrivée là? Alexandre sentit une colère sourde monter en lui, colère contre lui-même d'abord, pour n'avoir pas assez insisté pour la retrouver. Colère contre la vie qui avait été si injuste avec elle, alors qu'elle méritait tellement mieux. Et colère contre cet homme mystérieux qui l'avait mise enceinte et qui semblait l'avoir abandonnée. À 7 heures du matin, Alexandre était déjà habillé et prêt à partir. Il avait choisi de porter un simple jean et un pull en cachemire noir. Pas de costume sur mesure aujourd'hui. Il voulait qu'Élodie le voie comme l'Alexandre qu'elle avait connu, pas comme le milliardaire qu'il était devenu. Henri l'attendait devant l'immeuble avec la Bentley, mais Alexandre décida de prendre le métro. Il avait besoin de cette normalité, de se fondre dans la foule des Parisiens qui se rendaient au travail. Le café de la gare Saint-Lazare était bondé à 8 heures du matin. Alexandre commanda un café noir et s'installa à une table près de la fenêtre, d'où il pourrait voir Élodie arriver. Il était en avance. Depuis le lycée, il avait toujours eu cette habitude d'arriver en avance au rendez-vous. Élodie, elle, avait toujours eu tendance à être légèrement en retard, mais c'était un retard charmant qui faisait partie de sa personnalité insouciante. À 8h15, elle n'était toujours pas là. Alexandre commença à s'inquiéter. Et si elle avait changé d'avis? Et si elle ne voulait finalement pas le revoir? À 8h20, il la vit enfin apparaître à l'entrée du café. Elle portait le même vieux manteau beige que la veille, et ses cheveux étaient attachés en queue de cheval simple. Elle avait l'air épuisée, comme si elle n'avait pas dormi non plus. Élodie le repéra rapidement et se dirigea vers sa table d'un pas hésitant. Alexandre se leva pour l'accueillir et ils restèrent un moment face à face, ne sachant comment se saluer. Fallait-il se faire la bise comme des amis qui se retrouvent, se serrer la main comme des étrangers? Finalement, ce fut Élodie qui tendit timidement sa main et Alexandre la prit dans les siennes. Sa peau était toujours aussi douce, malgré les marques du travail manuel. « Merci d'être venu », dit Alexandre en l'aidant à s'asseoir. « Je n'étais pas sûr que tu viendrais. »« Moi non plus », avoua Élodie, en évitant son regard.
J'ai failli faire demi-tour plusieurs fois en venant ici. » Elle commanda un thé vert, et ils restèrent un moment silencieux, chacun observant l'autre discrètement. Les années avaient creusé leurs marques sur leur visage, mais Alexandre retrouvait encore la jeune fille qu'il avait connue dans les expressions d'Élodie. « Alors, finit par dire Alexandre, raconte-moi tout. Qu'est-ce qui s'est passé après le lycée? Pourquoi as-tu disparu comme ça ?» Élodie soupira profondément et enroula ses mains autour de sa tasse de thé comme pour se réchauffer. « C'est une longue histoire, Alex, et pas une histoire très joyeuse. J'ai tout mon temps, répondit-il doucement, et je veux tout savoir. Tout. » Élodie le regarda enfin dans les yeux, et Alexandre y vit une vulnérabilité qui lui serra le cœur. « Tout a basculé pendant ma 3e année à la Sorbonne, commença-t-elle d'une voix à peine audible. J'ai rencontré quelqu'un, un professeur de littérature comparée. Il s'appelait David Rousseau. Il était marié, avait 2 enfants, mais il m'a fait croire qu'il allait divorcer pour moi. » Alexandre sentit ses mâchoires se crisper. Il devinait déjà la suite, et cela lui donnait envie de frapper quelque chose. « J'étais si naïve, » continua Élodie en secouant la tête. « Je croyais vraiment qu'on allait construire quelque chose ensemble. Il me disait que j'étais son inspiration, que j'allais devenir une grande écrivaine. Pendant 2 ans, j'ai vécu dans ce mensonge. Et puis je suis tombée enceinte. » Sa voix se brisa légèrement sur ces derniers mots. Alexandre tendit instinctivement sa main vers la sienne, mais elle la retira doucement. Quand je lui ai annoncé la nouvelle, il a complètement changé. Fini les promesses de divorce, fini les déclarations d'amour. Il m'a dit que c'était impossible, qu'il ne pouvait pas détruire sa famille pour une erreur de jeunesse. Une erreur de jeunesse, c'est comme ça qu'il m'a appelé. Alexandre sentit une rage froide l'envahir. Comment un homme avait-il pu faire ça à Élodie? Comment avait-il pu profiter de sa confiance et l'abandonner au moment où elle avait le plus besoin de lui? « J'ai dû arrêter mes études, » poursuivit Élodie. « Mes parents, ils n'ont pas bien pris la nouvelle. Mon père était pasteur, tu te souviens? Une fille mère, ce n'était pas acceptable dans leur vision des choses. Ils m'ont pratiquement renié. J'ai dû me débrouiller seul. »« Et ta fille ?» demanda Alexandre, la gorge serrée. « Emma, c'est ça ?» Élodie sursauta. « Comment tu connais son prénom ?» Alexandre rougit légèrement. « J'ai fait des recherches hier soir. Je voulais comprendre ce qui t'était arrivé. » Pour la première fois depuis le début de leur conversation, Élodie esquissa un sourire. « Toujours aussi curieux, Alex. »« Oui, Emma. Elle a 13 ans maintenant. C'est la lumière de ma vie. La seule chose positive qui soit sortie de cette histoire sordide. Où est-elle maintenant? À l'école. Elle est en 4e au collège Lamartine dans le 19e. C'est une enfant brillante, tu sais. Elle a hérité de ton goût pour les sciences et de mon amour pour la littérature. Elle veut devenir médecin. » La fierté illuminait le visage d'Élodie quand elle parlait de sa fille. « Et toi, tu n'as jamais repris l'écriture ?» Le visage d'Élodie s'assombrit à nouveau. « Comment est-ce que j'aurais pu? Entre les différents boulots pour payer le loyer, élever Emma toute seule, jongler avec les problèmes d'argent, il ne me restait plus de temps ni d'énergie pour écrire. J'ai essayé pendant les premières années. Je griffonnais quelques pages ici et là le soir quand Emma dormait. Mais c'était du charabia. Je n'arrivais plus à aligner 2 phrases cohérentes. » Alexandre voyait bien que ce abandon de l'écriture était l'une des blessures les plus profondes d'Élodie. Cette femme était née pour écrire. Il l'avait toujours su. Au lycée, ses dissertations étaient si brillantes que même les professeurs les plus sévères en parlaient en salle des profs. Elle avait un don unique pour manier les mots, pour créer des images poétiques qui vous transportaient dans un autre monde. « Et maintenant ?» demanda-t-il. « Comment ça se passe pour vous deux ?» Élodie haussa les épaules avec une résignation qui fendit le cœur d'Alexandre. « On survit. J'enchaîne les petits boulots. Le restaurant le soir, quelques heures de ménage chez des particuliers le matin. Emma a une bourse partielle pour ses études, mais ça ne couvre pas tout. Les fins de mois sont difficiles. » Elle marqua une pause et le regarda dans les yeux. « Et toi, Alex? J'imagine que tu as réussi tout ce que tu voulais faire ?» Alexandre se sentit soudain gêné de parler de sa réussite face à la femme qu'il avait aimée et qui luttait chaque jour pour joindre les 2 bouts. « J'ai eu de la chance, » dit-il modestement. « Aquatech marche bien. On arrive à aider pas mal de gens dans le monde. »« Aquatech ?» Élodie fronça les sourcils. « Attends, tu es le Alexandre Dubois d'Aquatech? Celui qui était en couverture du Figaro Magazine le mois dernier ?» Alexandre hocha la tête, embarrassé. « Tu as vu l'article ?»« Alex... » Élodie le regardait avec des yeux ronds. « Tu es milliardaire. Tu es dans la liste Forbes des hommes les plus riches de France.
Ce ne sont que des chiffres sur du papier, répondit Alexandre en détournant le regard. Ça ne rend pas forcément heureux. Un silence pesant s'installa entre eux. Alexandre voyait bien qu'Élodie réalisait seulement maintenant l'ampleur de l'écart qui s'était creusé entre leurs deux vies. Lui qui possédait plus d'argent qu'il ne pourrait jamais en dépenser, et elle qui comptait chaque euro pour nourrir sa fille. « Mon Dieu, Alex, » murmura-t-elle, « quand je pense que hier soir tu étais assis à ma table et que je ne savais même pas qui tu étais devenu. Je suis toujours le même Alex que tu as connu, » dit-il, en se penchant vers elle. « L'argent ne change rien à ça. » Élodie secoua la tête. « Non, Alex, tout a changé. Regarde-nous. Toi dans tes vêtements qui coûtent probablement plus cher que ce que je gagne en 6 mois, et moi, elle désigna son vieux manteau d'un geste las. On ne vit plus dans le même monde. Mais on peut changer ça, s'exclama Alexandre avec une passion soudaine. Élodie, laisse-moi t'aider. Toi et Emma, vous méritez tellement mieux que cette vie de galère. Le visage d'Élodie se durcit instantanément. Je ne veux pas de ta charité, Alexandre. Ce n'est pas de la charité, c'est de l'amitié, de l'amour. Tu étais ma meilleure amie, bon sang. Si je ne peux pas aider mes amis, à quoi ça sert d'avoir tout cet argent? Tu ne comprends pas, dit Élodie en se levant brusquement. J'ai ma fierté, Alex. J'ai peut-être tout perdu, mes rêves, ma famille, mes espoirs, mais j'ai encore ma dignité. Je ne veux pas devenir un de tes projets caritatifs. Alexandre se leva également, sentant que la conversation était en train de mal tourner. Élodie, attends, ce n'est pas ce que je voulais dire. Si, c'est exactement ce que tu voulais dire, répliqua-t-elle, les larmes aux yeux. Le grand Alexandre Dubois qui sauve la pauvre serveuse et sa fille. Ça ferait une belle histoire pour tes magazines, non? Ces mots frappèrent Alexandre comme une gifle. Tu sais très bien que ce n'est pas mon genre. Et tu sais très bien que mes sentiments pour toi n'ont jamais été... Il s'arrêta net, réalisant ce qu'il était sur le point de dire. Élodie le regarda, surprise par son silence soudain. Que tes sentiments pour moi n'ont jamais été quoi, Alex? Alexandre passa une main nerveuse dans ses cheveux. Maintenant qu'il l'avait retrouvée, il ne pouvait plus faire semblant. Il ne pouvait plus prétendre qu'elle n'avait été qu'une simple amie d'école. Élodie, il faut que tu saches quelque chose. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a 17 ans. Il prit une profonde inspiration. J'étais amoureux de toi, follement amoureux. Je n'ai jamais cessé de penser à toi pendant toutes ces années. Élodie resta bouche bée, ses yeux verts écarquillés de surprise. Quoi? J'étais sur le point de te le dire le soir de notre remise de diplôme. J'avais tout prévu. Je voulais t'emmener dîner dans un restaurant chic, t'offrir des fleurs, te dire que je t'aimais et te demander si on pouvait être plus que des amis. Mais le lendemain matin, quand j'ai voulu te téléphoner, ton numéro n'était plus attribué. Tu avais déménagé sans rien me dire. Élodie s'assit lourdement comme si ses jambes ne la portaient plus. Alex, je ne savais pas. Comment tu aurais pu savoir? J'étais trop lâche pour te le dire avant. Alexandre se rassit en face d'elle, les mains tremblantes. Élodie, toutes ces années, j'ai comparé chaque femme que j'ai rencontrée à toi. Aucune n'arrivait à la cheville de celle que tu étais. Et hier soir, quand je t'ai vu dans ce restaurant... Alexandre, arrête, murmura Élodie. Tu ne peux pas me dire ça maintenant. C'est trop tard. Trop de choses se sont passées. Il n'est jamais trop tard, insista Alexandre. Élodie, je t'en prie, donne-moi une chance. Donne-nous une chance. Laisse-moi être là pour toi et pour Emma, pas par charité mais parce que je vous aime toutes les deux déjà, même si je ne connais pas encore ta fille. Élodie secoua la tête, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. Tu ne comprends pas, Alex. Ma vie est un chaos. Je ne suis plus la fille brillante et insouciante que tu as connue. Je suis abîmé, fatigué, désabusé. Et Emma, elle a besoin de stabilité, pas d'un bouleversement supplémentaire dans sa vie. Alexandre sortit un mouchoir en soie de sa poche et le tendit délicatement à Élodie. Tu te trompes, tu es encore plus belle qu'avant, parce que tu es devenue forte. Tu as élevé seule une fille pendant 13 ans, tu travailles jour et nuit pour lui offrir une vie décente. Tu es la femme la plus courageuse que je connaisse. Courageuse? Élodie eut un rire amer. Hier soir, j'ai dû emprunter 20 € à mon voisin pour acheter des fournitures scolaires à Emma. Ce matin, j'ai fait semblant de ne pas avoir faim pour qu'elle puisse prendre un vrai petit déjeuner avant d'aller en cours. Tu appelles ça du courage? Moi, j'appelle ça de la survie. Ces mots transpercèrent le cœur d'Alexandre comme des lames, pendant qu'il dépensait des milliers d'euros en futilité. Une montre, un costume, un dîner dans un restaurant étoilé, Élodie se privait de nourriture pour sa fille. L'injustice de la situation lui donnait la nausée. « Hé Élodie, écoute-moi,
dit-il en se penchant vers elle. Je ne te propose pas la charité, je te propose de revivre, de redevenir l'écrivaine que tu étais destinée à être. Je peux t'offrir le temps et la tranquillité d'esprit nécessaires pour écrire, pour toi et pour Emma. Et en échange de quoi? Demanda Élodie avec méfiance. Qu'est-ce que tu attends de moi en retour? Rien, répondit Alexandre sans hésitation. Absolument rien, juste ta présence dans ma vie. Même si c'est seulement en tant qu'amie. Élodie l'observa longuement, comme si elle cherchait à déceler un mensonge dans ses yeux. Tu sais que c'est impossible, Alex. On ne peut pas revenir en arrière. Trop de choses nous séparent maintenant. Alors avançons, proposa Alexandre. Construisons quelque chose de nouveau. Toi, moi et Emma. Emma ne te connaît même pas. Elle va penser que tu es un homme riche qui veut acheter sa mère. Alors, présentons-nous correctement. Laisse-moi faire sa connaissance. Laisse-la découvrir qui je suis vraiment. Pas le milliardaire des journaux, mais l'homme qui était le meilleur ami de sa mère. Élodie se tut un long moment, perdue dans ses pensées. Alexandre n'osait plus parler, de peur de dire quelque chose qui la ferait fuir définitivement. Autour d'eux, la vie du café continuait. Des gens pressés avalèrent leur café avant de prendre leur train, des touristes consultaient leurs cartes, des couples se disputaient à voix basse. Mais pour Alexandre, seule Élodie existait dans ce moment. Elle rentre de l'école à 16h30, finit par dire Élodie d'une voix à peine audible. Je vais la chercher tous les jours parce que le quartier n'est pas très sûr. Si tu veux vraiment la rencontrer, tu peux nous accompagner au parc des Buttes-Chaumont. C'est là qu'on va toujours après ses cours quand le temps le permet. Le cœur d'Alexandre bondit dans sa poitrine. Tu es sérieuse? Tu acceptes que je fasse sa connaissance? Je n'accepte rien du tout, précisa Élodie fermement. Je te donne juste une chance de montrer qui tu es. Mais Alex, si jamais tu fais du mal à ma fille, si jamais tu lui promets quelque chose que tu ne peux pas tenir, si jamais tu disparais de sa vie comme tu as disparu de la mienne, je ne disparaîtrai plus jamais, l'interrompit Alexandre. Plus jamais, je te le promets. Élodie finit son thé et regarda sa montre. Il faut que j'y aille. J'ai des courses à faire avant d'aller chercher Emma. Retrouve-nous devant le collège Lamartine à 16h30. Mais Alex, elle le regarda droit dans les yeux. Viens habillé normalement. Pas de costume à 10 000 € ni de voiture de luxe. Emma doit te voir comme un ami de sa mère, pas comme un homme riche qui débarque dans sa vie. Alexandre hocha la tête vigoureusement. Bien sûr, je serai là. Après le départ d'Élodie, Alexandre resta assis dans le café pendant encore 1 heure, l'esprit en ébullition. Il allait rencontrer la fille d'Élodie. Une adolescente de 13 ans qui ne savait rien de lui, qui avait grandi sans père, qui avait vu sa mère se sacrifier jour après jour pour l'élever. Comment allait-elle réagir? Serait-elle hostile, méfiante, ou au contraire curieuse de rencontrer cet ami mystérieux de sa mère? Alexandre repensa à sa propre adolescence. À 13 ans, il était déjà pensionnaire dans un collège privé suisse, loin de ses parents qui voyageaient constamment pour leurs affaires. Il avait eu tous les privilèges matériels possibles. Des vêtements de marque, les derniers gadgets technologiques, des vacances dans des destinations exotiques. Mais il aurait donné tout cela pour avoir une mère présente qui vienne le chercher à l'école tous les jours comme Élodie le faisait pour Emma. En rentrant chez lui, Alexandre fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il annula tous ses rendez-vous de la journée. Son assistante, Madame Blanchard, une femme efficace dans la cinquantaine qui gérait son agenda depuis 10 ans, faillit tomber de sa chaise quand il lui téléphona. « Monsieur Dubois, vous avez une réunion avec les investisseurs japonais à 14h. Ils sont venus spécialement de Tokyo pour vous rencontrer. Reportez à demain, répondit Alexandre sans hésitation. Et annulez aussi le dîner avec le maire de Paris ce soir. J'ai quelque chose de plus important à faire. Plus important que 50 millions d'euros d'investissement? S'étonna Madame Blanchard. Oui, répondit simplement Alexandre, avant de raccrocher. Il passa le reste de la matinée à faire des recherches sur Emma Moreau. Contrairement à sa mère, l'adolescente avait une présence discrète mais existante sur les réseaux sociaux. Son profil Instagram configuré en mode privé montrait les photos typiques d'une collégienne. Selfie avec des amis, photo de son chat roux nommé Voltaire. Alexandre sourit en voyant ce nom, typiquement le genre de référence littéraire qu'Élodie choisirait pour un animal de compagnie. Image de ses dessins, elle semblait avoir hérité du talent artistique de sa mère, et quelques photos avec Élodie. Ces dernières photos serrèrent le cœur d'Alexandre. On y voyait une Élodie souriante, détendue, visiblement heureuse en compagnie de sa fille. C'était la première fois qu'il la voyait vraiment sourire depuis leur retrouvaille, et cela lui rappela la jeune fille radieuse qu'elle était autrefois.
Emma lui ressemblait énormément. Mêmes yeux verts, même sourire malicieux, même façon de pencher la tête quand elle réfléchissait. L'une des photos était accompagnée d'une légende qui émut particulièrement Alexandre. Avec maman au musée d'Orsay, elle m'a raconté l'histoire de chaque tableau comme si elle les avait peints elle-même. Ma mère est la personne la plus intelligente du monde. Fierte de ma fille, dimanche parfait. Cette simple phrase révélait tant de choses. L'admiration d'Emma pour sa mère, mais aussi leur complicité, leur proximité. Elle formait visiblement une équipe soudée, et Alexandre réalisa qu'il devrait faire ses preuves auprès d'Emma, autant qu'auprès d'Élodie. À 15 heures, Alexandre était déjà dans sa garde-robe, essayant de trouver la tenue la plus normale possible. Il opta finalement pour un jean délavé qu'il n'avait pas porté depuis des années, un pull en laine beige et des baskets blanches. En se regardant dans le miroir, il eut l'impression de revoir l'Alexandre de 20 ans, celui qui traînait dans les couloirs du lycée Henri IV avec Élodie. Il prit le métro pour se rendre dans le 19e arrondissement, refusant l'offre d'Henri de l'accompagner. Il voulait arriver au collège comme n'importe quel parent ou ami, pas dans une voiture avec chauffeur qui attirerait l'attention. Le collège Lamartine était un bâtiment en béton des années 1970, typique de l'architecture scolaire française de l'époque. La façade grise était égayée par des dessins d'élèves collés aux fenêtres et quelques arbres plantés dans la cour. À 16h20, Alexandre était déjà posté de l'autre côté de la rue, observant les parents qui commençaient à arriver pour récupérer leurs enfants. Il repéra Élodie à 50 mètres. Elle portait le même manteau beige que le matin, mais avait troqué sa queue de cheval contre un chignon plus soigné. Elle regardait autour d'elle, visiblement nerveuse, et Alexandre comprit qu'elle le cherchait du regard. Il traversa la rue et s'approcha d'elle discrètement. « Salut », dit-il simplement. Élodie sursauta légèrement, puis le détailla de la tête aux pieds. « Bien », approuva-t-elle, « tu ressembles presque à l'Alexandre que j'ai connu. Presque. Tu es moins maigre qu'avant, et tu as quelques cheveux gris sur les tempes. Ça te va bien ?» Alexandre sourit. « Toi aussi tu as changé, en mieux. » Avant qu'Élodie puisse répondre, la sonnerie du collège retentit, et les élèves commencèrent à sortir en groupe bruyant. Alexandre scruta la foule d'adolescents, essayant de repérer Emma d'après les photos qu'il avait vues sur Instagram. « La voilà !» murmura Élodie. Alexandre suivit son regard et la vit immédiatement. Emma Moreau était une version miniature de sa mère, avec des cheveux châtains qui lui arrivaient aux épaules et les mêmes yeux verts pétillants. Elle portait un jean, des baskets montantes rouges et un sweatshirt avec l'inscription « Future Nobel Prize Winner », encore une fois, typiquement le genre d'humour qu'Élodie appréciait. Elle discutait avec animation avec deux autres filles de son âge, son sac à dos décoré de badges colorés rebondissant sur son épaule. Quand Emma aperçut sa mère, son visage s'illumina d'un sourire radieux. Elle dit au revoir à ses amis et se dirigea vers eux d'un pas énergique. C'est seulement en arrivant près d'Élodie qu'elle remarqua la présence d'Alexandre. « Maman ?» dit-elle en regardant l'inconnu avec curiosité. « Qui c'est ?»« Emma, je te présente Alexandre. »« Alexandre, voici ma fille Emma. » Emma tendit poliment la main à Alexandre, mais il pouvait voir dans ses yeux qu'elle se posait 1000 questions. « Bonjour, monsieur. Appelle-moi juste Alexandre, » dit-il en serrant délicatement sa main. « Et toi, tu dois être la fameuse Emma dont ta mère m'a dit le plus grand bien. Maman vous a parlé de moi ?» Emma se tourna vers Élodie avec un regard interrogateur. « Maman, tu ne m'avais pas dit que tu avais un ami. » Alexandre vit Élodie rougir légèrement. « Alexandre et moi étions amis au lycée. On s'est retrouvés par hasard hier soir. »« Ah !» Emma sembla immédiatement intéressée. « Vous étiez dans la même classe ? Vous pouvez me raconter des histoires embarrassantes sur maman quand elle était jeune ?» Alexandre éclata de rire. Cette gamine avait vraiment l'esprit vif d'Élodie. « Oh, j'en ai quelques-unes en réserve, mais je ne sais pas si ta mère apprécierait. »« Alexandre !» protesta Élodie, mais elle souriait malgré elle. Emma les observa tous les deux avec attention, et Alexandre eut l'impression qu'elle analysait leur interaction avec une maturité surprenante pour son âge. « Maman, on peut aller au parc ? J'ai fini tous mes devoirs hier soir. »« Bien sûr. Alexandre nous accompagne, si ça ne te dérange pas. »« Pas du tout. » Emma se tourna vers Alexandre. « Vous aimez les parcs ? Moi, j'adore les buttes Chaumont. Il y a un lac avec des canards, et on peut voir tout Paris depuis le Belvédère. » En marchant vers le parc, Emma ne cessa de bavarder. Elle raconta sa journée à l'école, parla de son contrôle de mathématiques. « J'ai eu 18 sur 20 de son cours de français. On étudie Maupassant, c'est génial. De son projet de science.
Je veux faire une expérience sur la filtration de l'eau. Alexandre écoutait avec fascination, impressionné par la vivacité intellectuelle de l'adolescente. Tu veux faire une expérience sur l'eau ? Demanda-t-il, intrigué. Oui, j'ai lu un article sur Internet qui disait que des millions de gens dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable. Je veux comprendre comment on peut purifier l'eau avec des moyens simples. Alexandre échangea un regard avec Élodie. Cette gamine s'intéressait exactement au domaine dans lequel il avait révolutionné l'industrie. Tu sais, Emma, c'est exactement le genre de recherche que je fais dans mon travail. Ah bon? Vous faites quoi comme métier? Alexandre hésita. Comment expliquer son empire industriel à une adolescente de 13 ans sans avoir l'air prétentieux? J'ai créé une entreprise qui développe des technologies pour purifier l'eau et la rendre accessible dans les pays pauvres. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Sérieusement? C'est trop cool. Vous pouvez m'expliquer comment ça marche? Pendant les 20 minutes suivantes, tout en marchant vers le parc, Alexandre expliqua à Emma les bases de ses innovations technologiques. Il était frappé par la rapidité avec laquelle l'adolescente comprenait des concepts complexes, posait des questions pertinentes et faisait des liens avec ses cours de sciences. « Maman, tu entends ça ?» s'exclama Emma. « Alexandre sauve des vies avec ses machines. C'est comme être un super-héros mais avec de la science. » Élodie sourit en voyant l'enthousiasme de sa fille. « Je vois ça, ma chérie. » Au parc des Buttes-Chaumont, ils s'installèrent sur un banc près du lac. Emma se dirigea immédiatement vers les canards, avec des miettes de pain qu'elle gardait toujours dans son sac pour eux. Alexandre et Élodie la regardèrent nourrir les oiseaux aquatiques avec des gestes délicats. « Elle est extraordinaire », murmura Alexandre. « Intelligente, curieuse, drôle. Tu peux être fier d'elle. »« Elle est tout pour moi », répondit Élodie doucement. « Parfois, je me demande ce que j'ai fait pour mériter une fille aussi merveilleuse. Tu l'as élevée avec amour. Ça se voit dans chacun de ses gestes, dans sa façon de parler, dans sa confiance en elle. Elle n'a peut-être pas eu de père, mais elle a eu une mère exceptionnelle. » Élodie détourna le regard, émue. Certains soirs, quand elle fait ses devoirs à la table de la cuisine, pendant que je prépare le dîner, je la regarde et je me dis qu'elle mérite tellement mieux que notre petit appartement, que nos fins de mois difficiles, que mes horaires de travail qui m'empêchent parfois d'être présente pour elle. « Élodie, arrête !» l'interrompit Alexandre. « Tu vois cette adolescente là-bas? Elle rayonne de bonheur. Elle déborde de confiance et de joie de vivre. Tu crois que c'est le cas des enfants malheureux? Elle t'adore, ça se voit à la façon dont elle te regarde, dont elle te parle. Tu as peut-être l'impression de ne pas lui donner assez, mais tu lui as donné l'essentiel, ton amour inconditionnel. » Emma revint vers eux en sautillant. « Les canards étaient affamés. J'ai l'impression qu'ils me reconnaissent maintenant. Il y en a un, le plus gros, que j'ai appelé Napoléon, parce qu'il dirige tous les autres. » Napoléon? Alexandre sourit. « Et pourquoi pas Bonaparte? Parce que maman m'a appris que Napoléon c'était son prénom et Bonaparte son nom de famille. Comme tout le monde l'appelle Napoléon, j'ai pensé que c'était plus sympa pour un canard. Tu as raison. Et il a l'air d'avoir du caractère, ce Napoléon. » Emma s'assit entre sa mère et Alexandre sur le banc. « Alexandre, ça fait longtemps que vous n'aviez pas vu maman? » « Très longtemps. Depuis qu'on avait ton âge, en fait. »« Waouh! Et vous vous êtes reconnu tout de suite ?» Alexandre regarda Élodie avec tendresse. On ne peut pas oublier certaines personnes, même après tant d'années. Emma observa sa mère avec attention. « Maman, tu es en train de rougir. »« Emma !» protesta Élodie, ce qui fit rire Alexandre et l'adolescente. « Bon, et maintenant, vous allez redevenir amis comme avant ?» La question, posée avec l'innocence directe de l'adolescence, créa un moment de silence. Alexandre et Élodie échangèrent un regard chargé d'émotions non dites. « On va essayer », finit par répondre Élodie. « Mais tu sais, ma chérie, les adultes, c'est plus compliqué que les adolescents pour les amitiés. »« Pourquoi? L'amitié, c'est l'amitié, non ?» Alexandre sourit devant la logique implacable d'Emma. « Tu as raison. L'amitié, c'est l'amitié. » Ils passèrent encore 1 heure dans le parc. Emma leur fit visiter tous ses endroits préférés. Le belvédère d'où on voyait Montmartre, la grotte artificielle avec sa cascade, le pont suspendu qui enjambait le lac. À chaque étape, elle racontait des anecdotes, partageait des souvenirs de sorties avec sa mère, posait des questions à Alexandre sur son travail et sa vie. Alexandre était fasciné par cette adolescente. Elle avait l'intelligence vive d'Élodie, mais aussi une maturité et une empathie remarquables pour son âge. Quand elle parlait de sa mère, c'était toujours avec admiration et tendresse. Quand elle évoquait leurs difficultés financières,
avec la désinvolture des enfants qui ne mesurent pas encore complètement les enjeux, c'était sans amertume, comme si c'était juste un fait de la vie. « Maman travaille beaucoup », expliqua-t-elle à Alexandre pendant qu'il remontait l'allée principale. Parfois, elle rentre très tard du restaurant et elle est fatiguée. Mais elle trouve toujours du temps pour m'aider avec mes devoirs et pour qu'on regarde un film ensemble le dimanche. Et toi, tu l'aides aussi? Bien sûr. Je fais le ménage, je m'occupe de Voltaire, notre chat, et je cuisine des pâtes quand maman n'a pas le temps. Je suis très douée pour les pâtes, dit-elle fièrement. Alexandre imagina cette petite fille préparant le dîner pour sa mère, rentrée épuisée du travail, et il sentit sa détermination se renforcer. Élodie et Emma méritaient mieux que cette vie de lutte constante. Quand vint l'heure de se séparer, Emma serra spontanément la main d'Alexandre. « J'ai été très contente de vous rencontrer. Vous reviendrez nous voir? Si ta maman est d'accord, avec grand plaisir. » Emma se tourna vers Élodie avec des yeux suppliants. « Maman, s'il te plaît, Alexandre est super sympa. Et en plus, il peut m'aider pour mon projet sur l'eau. » Élodie hésita un instant, puis hocha la tête. « On verra, ma chérie. » « Ouais !» Emma leva le poing en signe de victoire, ce qui fit rire Alexandre malgré lui. Cette gamine avait décidément un charme irrésistible. Après leur départ, Alexandre resta encore quelques minutes dans le parc, assis sur le banc où ils avaient repassé l'après-midi. Il repensait à chaque moment de cette rencontre, à chaque mot d'Emma, à chaque sourire d'Élodie. Pour la première fois depuis des années, il avait eu l'impression d'être utile, pas pour son argent ou son influence, mais juste pour lui-même. Son téléphone vibra. Un message d'Élodie. « Merci pour cet après-midi. Emma n'a pas arrêté de parler de toi pendant le dîner. Elle te trouve génial, ces mots. À bientôt, peut-être. » Et Alexandre sourit en lisant ces lignes. Il tapa une réponse. « Merci à toi de m'avoir donné cette chance. Emma est extraordinaire, comme sa mère. J'aimerais beaucoup vous revoir toutes les deux. Alex. » La réponse d'Élodie arriva quelques minutes plus tard. « Emma veut t'inviter à dîner dimanche prochain. Rien de fancy, juste des pâtes et une salade. Tu es partant ?» Alexandre n'hésita pas une seconde. Partant à 100%, à quelle heure et où? 19h47 rue de la Villette, 19e, 5e étage sans ascenseur, appartement 23. Et Alex. Merci d'avoir été si gentil avec ma fille. En rentrant chez lui ce soir-là, Alexandre avait l'impression de flotter sur un nuage. Il repensa à la journée qu'il venait de vivre, probablement la plus belle depuis des années. Pas de réunions stressantes, pas de négociations tendues, pas d'interviews pour des magazines, juste une conversation authentique avec la femme qu'il avait toujours aimée et la découverte d'une adolescente extraordinaire. Il annula tous ses rendez-vous du week-end et passa le samedi et le dimanche à préparer cette soirée. Que pouvait-il apporter pour un dîner rien de fancy chez Élodie et Emma? Il ne pouvait quand même pas débarquer avec une bouteille de Château d'Yquem à 1000 €. Finalement, il opta pour un bouquet de fleurs simples, des tulipes blanches et une boîte de chocolats belges artisanaux. Le dimanche soir, Alexandre grimpa les 5 étages de l'immeuble HLM d'Élodie avec une nervosité qu'il n'avait pas ressentie depuis l'adolescence. L'immeuble était propre mais vieillissant, avec des couloirs éclairés au néon et des portes palières anonymes. Quand il arriva devant l'appartement 23, il entendit de la musique à l'intérieur, du jazz classique et des voix qui discutaient joyeusement. Il frappa doucement à la porte. Ce fut Emma qui vint ouvrir, vêtue d'un tablier de cuisine décoré de petits chats. « Alexandre, vous êtes à l'heure pile. Maman, il est là. » L'appartement d'Élodie était petit mais chaleureux. Un salon cuisine à air ouverte, avec des meubles anciens mais bien entretenus, des livres partout, sur les étagères, empilés sur la table basse, posés sur le rebord des fenêtres. Les murs étaient décorés de dessins d'Emma et de quelques reproductions de tableaux impressionnistes. Une grande fenêtre donnait sur les toits parisiens, et on apercevait au loin les lumières de Montmartre. « C'est très joli chez vous, » dit Alexandre, en tendant les fleurs et les chocolats à Élodie. « Merci, mais tu n'aurais pas dû, » répondit-elle en rougissant légèrement. « Emma, va chercher un vase pour les fleurs. »« Waouh, des chocolats belges !» s'exclama Emma en examinant la boîte. « Maman, on peut en prendre un avant le dîner. »« Après ?» dit fermement Élodie. « Va te laver les mains, on va passer à table. » Le dîner fut simple mais délicieux. Emma avait effectivement préparé des pâtes, des spaghettis carbonara qui rivalisaient avec ceux des meilleurs restaurants italiens de Paris. Élodie avait fait une salade verte avec des tomates cerises de son petit potager sur le balcon et il y avait du pain frais et du fromage. « Alors Alexandre,
demanda Emma en enroulant ses spaghettis sur sa fourchette. « Vous habitez où ?»« Dans le 16e arrondissement, » répondit Alexandre évasivement. « C'est joli le 16e. Maman et moi, on y va parfois pour visiter les musées. Vous avez une grande maison. » Alexandre hésita. Comment expliquer à cette adolescente qu'il possédait un hôtel particulier de 800 mètres carrés, avec 6 chambres, une piscine intérieure et un jardin de 2000 mètres carrés. C'est plus grand que nécessaire pour une seule personne, finit-il par dire. Vous habitez tout seul? Vous n'êtes pas marié. Emma, intervint Élodie. Ce ne sont pas tes affaires? Non, ça va, sourit Alexandre. Non, je ne suis pas marié. Je n'ai pas encore trouvé la bonne personne. Emma le regarda avec curiosité. Mais vous êtes gentil, intelligent, et vous sauvez des vies avec vos machines. Comment ça se fait que vous soyez encore célibataire? Alexandre éclata de rire devant la logique implacable de l'adolescente. C'est une excellente question, Emma. Je pense que j'étais trop occupé par mon travail pour prendre le temps de construire une vraie relation. Maman aussi, elle est célibataire, annonça Emma innocemment. Elle dit qu'elle n'a pas le temps pour les hommes, parce qu'elle doit s'occuper de moi. Mais moi je pense qu'elle a juste pas encore trouvé quelqu'un d'assez bien pour elle. Élodie faillit s'étrangler avec sa bouchée de salade. Emma, tu peux arrêter de raconter ma vie privée. Quoi, c'est vrai? Tu es la meilleure maman du monde? Tu es belle, tu es super intelligente? Les hommes qui te laissent mal passer à côté sont des idiots. Alexandre ne put s'empêcher de sourire. Ta fille a raison, Élodie, sur tous les points. Le reste du dîner se déroula dans une atmosphère détendue et joyeuse. Emma raconta ses dernières aventures au collège, parla de ses amis, de ses professeurs, de ses projets pour les vacances de la Toussaint qui approchaient. Alexandre découvrait une facette d'Élodie qu'il n'avait jamais vue, Élodie mère, patiente et bienveillante, qui écoutait sa fille avec attention, la conseillait avec sagesse, la taquinait gentiment. « Maman écrit encore, vous savez » révéla Emma à un moment donné. « Elle croit que je ne le sais pas, mais parfois la nuit, je l'entends taper sur son ordinateur portable. Elle écrit des histoires. » Alexandre se tourna vers Élodie, qui rougit violemment. « Emma, c'est vrai, maman, et elles sont géniales. L'autre jour, j'ai lu en cachement quelques pages que tu avais laissées sur la table. C'était l'histoire d'une femme qui retrouvait son premier amour après des années de séparation. » Élodie devint écarlate. « Emma, tu n'avais pas le droit de lire ça. C'est privé. Mais maman, c'était tellement beau, ça m'a fait pleurer. Tu devrais publier tes histoires au lieu de les garder dans ton ordinateur. » Alexandre sentit son cœur s'accélérer. Élodie écrivait encore. Malgré la fatigue, malgré les difficultés, malgré les années qui avaient passé, elle n'avait jamais complètement renoncé à sa passion. Cette révélation le bouleversa plus qu'il ne l'aurait cru possible. « Tu écris vraiment encore ?» demanda-t-il doucement. Élodie hocha la tête, visiblement embarrassée. « Parfois. La nuit, quand Emma dort et que j'ai fini tout le reste. Ce ne sont que des petites histoires, rien d'extraordinaire. »« Maman, arrête de dire ça !» protesta Emma. « Tes histoires sont magnifiques. Alexandre, vous devriez lui dire de les publier. Vous qui avez réussi dans la vie, vous pourriez l'aider. » Un silence gêné s'installa. Alexandre sentait qu'il marchait sur des œufs. Il ne voulait pas qu'Élodie pense qu'il profitait des confidences d'Emma pour la manipuler. « Si tu acceptais de me les faire lire un jour, dit-il prudemment, je serais très honoré. J'ai toujours pensé que tu deviendrais une grande écrivaine. »« On verra, » murmura Élodie. Mais Alexandre pouvait voir dans ses yeux qu'elle était touchée par sa proposition. Après le dîner, Emma insista pour faire visiter l'appartement à Alexandre. « Ça, c'est ma chambre, » dit-elle en ouvrant fièrement la porte d'une petite pièce sous les combles. Les murs étaient peu couverts de posters scientifiques, de cartes du monde et de photos d'astronomie. Son bureau était impeccablement rangé, avec ses livres de cours alignés par ordre de taille et un microscope jouet qu'elle avait visiblement bidouillé pour le rendre plus performant. « Impressionnant, » commenta Alexandre. « Tu veux vraiment devenir médecin? Médecin ou chercheuse? Ou peut-être les deux? J'aimerais trouver des moyens de soigner les maladies qu'on ne sait pas encore guérir, comme le cancer ou Alzheimer. » Alexandre était stupéfait par l'ambition et la détermination de cette gamine de 13 ans. « Tu sais que pour faire des études de médecine, il faut beaucoup d'argent? » « Je sais. Maman met déjà de l'argent de côté pour mes études. Elle a ouvert un compte épargne spécial. Même quand c'est difficile, elle y verse un peu tous les mois. » Emma baissa la voix. « Parfois, je lui dis que ce n'est pas grave si je ne peux pas faire de longues études, mais elle se fâche. Elle dit que l'éducation, c'est la seule chose que personne ne peut nous enlever. » Ces mots frappèrent Alexandre en plein cœur.
Élodie se privait déjà de tout pour sa fille, et en plus elle économisait sou par sou pour son avenir. Combien d'années faudrait-il à ce rythme pour réunir les sommes nécessaires? 10 ans? 15 ans? Et ça, c'est la chambre de maman, dit Emma en poussant délicatement la porte entr'ouverte de la pièce voisine. C'était une chambre minuscule, à peine assez grande pour un lit double et une commode. Mais ce qui frappa Alexandre, c'est qu'elle était aménagée avec un goût exquis. Des tissus colorés habillaient les murs, des plantes vertes égayaient l'espace, et il y avait partout des livres, empilés sur la table de nuit, rangés dans une bibliothèque de fortune faite de planches et de briques. Dans un coin, Alexandre aperçut un petit bureau avec un ordinateur portable visiblement ancien. À côté, une pile de feuilles manuscrites et plusieurs carnets de notes. C'était là qu'Élodie écrivait ses histoires pendant que sa fille dormait. « Maman a transformé cette chambre en petit paradis », dit Emma avec fierté. Elle dit que l'argent ne fait pas tout, que la beauté peut naître de presque rien si on a de l'imagination. En redescendant au salon, Alexandre se sentait bouleversé par tout ce qu'il venait de voir. Cet appartement respirait l'amour, la complicité, la joie de vivre malgré les difficultés. Il y avait plus de chaleur humaine dans ces 50 mètres carrés que dans tous ces palaces réunis. « Et il faut que j'y aille », annonça Emma en regardant l'horloge. « J'ai école demain et maman n'aime pas que je me couche tard en semaine. »« Bien sûr, » dit Alexandre. « Merci pour ce délicieux dîner, Emma, et merci de m'avoir fait visiter. » Emma lui fit spontanément une bise sur les 2 joues. « À bientôt, Alexandre. Et n'oubliez pas, il faut que vous convainquiez maman de publier ses histoires. » Une fois Emma couchée, Alexandre et Élodie se retrouvèrent seuls dans le petit salon. Élodie lui proposa un café, qu'il accepta avec plaisir. Elle s'affaira dans la cuisine pendant qu'il admirait les photos encadrées posées sur une étagère. Emma bébé, Emma à sa première rentrée scolaire, Emma et Élodie dans différents musées parisiens, Emma recevant un prix d'excellence au collège. « Ta fille est extraordinaire, dit-il, quand Élodie revint avec 2 tasses fumantes. « Je sais, parfois j'ai l'impression qu'elle est plus mature que moi. » Élodie s'assit en face de lui dans le petit canapé. « Alex, merci pour ce soir. Emma n'a pas arrêté de parler de toi depuis mercredi. Tu lui as fait très bonne impression. C'est réciproque. Elle a ta intelligence, ta curiosité, ton côté pince sans rire. Mais elle a quelque chose en plus. Une détermination, une force de caractère que tu n'avais pas au même âge. Elle a dû grandir vite, dit tristement Élodie. Quand on élève un enfant seul, il n'y a pas le choix. Elle m'aide beaucoup, parfois plus qu'elle ne devrait. Élodie. Alexandre hésita puis se lança. Je peux te poser une question indiscrète? Vas-y. Emma, est-ce qu'elle sait qui est son père? Est-ce qu'elle pose des questions? Le visage d'Élodie se ferma légèrement. Elle sait qu'il s'appelait David, qu'il était professeur à la Sorbonne et qu'il nous a abandonnés quand elle était dans mon ventre. Elle a arrêté de poser des questions à ce sujet vers l'âge de 10 ans. Elle n'a jamais voulu le rencontrer? Non. Elle dit qu'on ne peut pas appeler père quelqu'un qui n'a jamais voulu de vous. Élodie soupira. Elle a raison. David a fait son choix il y a 13 ans. Il n'a jamais cherché à nous revoir, n'a jamais versé de pension alimentaire, n'a jamais manifesté le moindre intérêt pour sa fille. Pour Emma, il n'existe tout simplement pas. Alexandre sentit de nouveau cette colère sourde monter en lui. Comment un homme pouvait-il abandonner une femme enceinte et ne jamais chercher à connaître son enfant? Comment pouvait-on renoncer à une fille aussi exceptionnelle qu'Emma? Et toi? Demanda-t-il doucement. Tu lui en veux encore? Élodie réfléchit un moment. Plus maintenant, au début, oui. Pendant des années, j'étais en colère. Contre lui, contre moi, contre la vie. Mais à un moment donné, il faut lâcher prise. Cette colère ne menait nulle part et elle empoisonnait ma relation avec Emma. J'ai décidé de me concentrer sur ce qui comptait vraiment, ma fille. Tu ne regrettes jamais d'avoir gardé cette grossesse? Jamais, Élodie répondit sans hésitation. Emma est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Grâce à elle, je suis devenue forte, responsable, capable de me battre pour ce qui compte. Sans elle, je serais peut-être restée cette jeune fille naïve qui se laisse manipuler par les hommes. Alexandre admira cette force tranquille d'Élodie. La femme qu'il avait en face de lui n'avait plus rien de la jeune fille fragile qu'avait brisé son professeur. Elle était devenue une guerrière, une lionne qui protégeait son petit. « Alex », dit soudain Élodie en le regardant droit dans les yeux. « Il faut qu'on parle de ce qui se passe entre nous. » Le cœur d'Alexandre s'accéléra. « Qu'est-ce que tu veux dire? Ne fais pas l'innocent. Je vois bien comment tu me regardes. Et Emma n'est pas aveugle non plus. Elle m'a posé des questions sur toi après ton départ mercredi.
Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a demandé si j'étais amoureuse de toi quand on était au lycée. Élodie baissa les yeux. Je n'ai pas su quoi répondre. Alexandre posa délicatement sa tasse sur la table basse. Et qu'est-ce que tu aurais voulu répondre? La vérité, que oui, j'étais amoureuse de toi, que tu étais mon meilleur ami, mais que je rêvais secrètement qu'on soit plus que ça. Que j'attendais que tu fasses le premier pas, mais que tu ne l'as jamais fait. Ces mots frappèrent Alexandre comme une révélation. Quoi? Mais moi aussi j'étais amoureux de toi. Je te l'ai dit l'autre jour au café. J'attendais le bon moment pour te le dire. Le bon moment qui n'est jamais venu, dit tristement Élodie. Parce que tu as disparu avant, protesta Alexandre. Le soir de la remise des diplômes, j'avais tout prévu. J'allais enfin te dire ce que je ressentais. Et le lendemain matin, plus personne à ton ancienne adresse, plus de numéros de téléphone. J'ai cru que tu ne voulais plus me voir. Élodie le regarda avec surprise. Tu es venu chez moi le lendemain de la remise des diplômes? Bien sûr, avec des fleurs et un speech tout préparé. Mais tes parents avaient déménagé pendant la nuit. Les nouveaux locataires ne savaient pas où vous étiez partis. Oh mon Dieu! Élodie porta une main à sa bouche. Alex, mes parents avaient trouvé un nouvel appartement plus grand dans le 15e. On a déménagé ce week-end-là. Je pensais t'appeler le lundi pour te donner ma nouvelle adresse, mais quoi? J'ai eu peur que ça change notre amitié. Peur que si je te disais ce que je ressentais, tu me rejettes et que je perde le seul homme qui comptait vraiment pour moi. Élodie secoua la tête. Alors j'ai attendu quelques jours puis quelques semaines. Et puis j'ai rencontré David à la Sorbonne et le reste, je le connais. Alexandre passa une main dans ses cheveux. Mon Dieu, Élodie, si j'avais su, si on s'était parlé franchement à l'époque, nos vies auraient été complètement différentes, termina Élodie dans un murmure. Ils restèrent un moment silencieux, chacun imaginant ce qui aurait pu se passer. Alexandre voyait défiler dans sa tête des images alternatives. Lui et Élodie étudiant ensemble, lui la soutenant dans sa carrière d'écrivaine, eux fondant une famille, Emma grandissant avec un père aimant. Mais on ne peut pas changer le passé, reprit Élodie d'une voix ferme. La question c'est, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alexandre la regarda intensément. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas, avoua Élodie. Alex, je ne suis plus la même personne qu'à 18 ans. J'ai vécu des choses difficiles, j'ai des responsabilités, des cicatrices. Et toi, tu es devenu quelqu'un d'important, de puissant. On ne vit pas dans le même monde. On peut créer notre propre monde, proposa Alexandre. Élodie, ces derniers jours ont été les plus beaux de ma vie depuis 17 ans. Être avec toi et Emma, c'est comme si j'avais enfin trouvé ma place. Alex, Élodie se leva et alla à la fenêtre. Tu ne comprends pas. Je ne peux pas me permettre de rêver comme avant. J'ai Emma à protéger. Si jamais on se lançait dans une relation et que ça se passe mal, elle en souffrirait autant que moi. Elle s'est déjà attachée à toi, c'est évident. Je ne peux pas risquer de lui faire vivre un abandon de plus. Alexandre se leva à son tour et la rejoignit près de la fenêtre. Et si ça se passait bien? Et si on arrivait à construire quelque chose de beau, tous les trois? Et si les poules avaient des dents? Répliqua Élodie avec un sourire triste. Alex, tu es un homme riche et célèbre. Tu peux avoir toutes les femmes que tu veux. Pourquoi t'encombrer d'une serveuse fatiguée et de sa fille? Alexandre prit délicatement les mains d'Élodie dans les siennes. Parce que je ne veux pas toutes les femmes. Je ne veux que toi. Je t'ai attendu pendant 17 ans sans le savoir. Maintenant que je t'ai retrouvé, je ne vais pas te laisser partir une deuxième fois. Élodie le regarda longuement, cherchant dans ses yeux un signe de mensonge ou de manipulation. Mais elle n'y vit que de la sincérité, de l'amour et une détermination qui la bouleversa. Alex, si on tentait le coup, il faudrait y aller très doucement. Pour Emma, et pour moi aussi. J'ai besoin de temps pour te faire confiance à nouveau. Tout le temps que tu voudras, promit Alexandre. On ira à ton rythme, sans pression, sans attente déraisonnable. Juste laisse-moi faire partie de votre vie. À vous deux. Élodie ferma les yeux un instant, puis hocha lentement la tête. D'accord, mais à deux conditions. Lesquelles? Premièrement, on ne dit rien à Emma tant qu'on n'est pas sûr de ce qu'on fait. Je ne veux pas qu'elle se fasse des illusions sur nous. Bien sûr, et la deuxième? Élodie hésita. Je veux garder mon travail au restaurant. Au moins pour l'instant, j'ai besoin de mon indépendance financière. Alexandre eut envie de protester. Pourquoi Élodie s'obstinait-elle à travailler dans ces conditions alors qu'il pouvait lui offrir une vie de princesse? Mais il comprit que c'était important pour elle, pour sa dignité, pour son estime d'elle-même. Comme tu veux, dit-il, mais est-ce que je peux au moins t'emmener dîner dans de vrais restaurants de temps en temps et t'offrir des fleurs
Et gâter un peu Emma? Élodie sourit pour la première fois de la soirée. Des fleurs, oui. Pour Emma, on verra. Pas n'importe quoi, n'importe comment, mais... Oui, tu peux la gâter un peu, elle le mérite. Ils scellèrent leur accord d'un baiser chaste sur la joue, mais Alexandre sentit que quelque chose venait de changer entre eux. Un pas venait d'être franchi, timidement, prudemment, mais un pas quand même. En redescendant les 5 étages, Alexandre avait l'impression de marcher sur un nuage. Élodie lui donnait une chance. À eux, c'était plus qu'ils n'avaient osé espérer. Les semaines suivantes s'installèrent dans une douce routine. Alexandre venait dîner chez Élodie et Emma 1 ou 2 fois par semaine. Il emmenait parfois l'adolescente au cinéma ou au musée le mercredi après-midi. Il aidait Emma avec ses devoirs de sciences, impressionné chaque jour un peu plus par l'intelligence de cette gamine. Il écoutait Élodie lui parler de ses collègues du restaurant, de ses projets d'écriture, de ses espoirs pour l'avenir d'Emma. Petit à petit, une complicité se créait entre eux 3. Emma appelait maintenant Alexandre par son prénom sans hésiter, lui racontait ses problèmes d'adolescente, ses disputes avec ses amis, ses premiers émois amoureux. Elle avait même commencé à lui demander des conseils pour son projet scientifique sur la purification de l'eau, projet qu'Alexandre l'aidait à développer avec passion. « Alexandre, dit-elle un soir en faisant ses devoirs sur la table de la cuisine, vous pensez que je pourrais visiter votre entreprise un jour pour voir comment ça marche vraiment, vos machines ?» Alexandre regarda Élodie qui hocha discrètement la tête. « Bien sûr, on pourrait organiser ça pendant les vacances de la Toussaint si ta mère est d'accord. »« Vraiment ? Oh là là, j'ai hâte, mes copines vont être trop jalouses. »« Emma, intervint Élodie, Alexandre est très occupé. Il ne faut pas qu'on abuse de sa gentillesse. »« Maman, arrête, Alexandre aime bien nous avoir dans les pattes, ça se voit, » répliqua Emma avec la logique implacable de l'adolescence. Et c'était vrai. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Alexandre attendait avec impatience ses soirées chez Élodie et Emma. Il arrivait parfois avec des courses pour le dîner, prétextant être passé devant le marché. Il apportait des livres qu'il pensait susceptibles d'intéresser Emma, des films qu'ils pouvaient regarder tous les 3 le dimanche soir. Un soir, Emma était partie se coucher plus tôt à cause d'un contrôle le lendemain, laissant Alexandre et Élodie seuls dans le salon. C'était la fin octobre, et Élodie avait allumé quelques bougies pour créer une atmosphère chaleureuse. « Alex, dit-elle soudain, il faut qu'on parle. » Le cœur d'Alexandre se serra. Ce genre de phrase annonçait rarement de bonnes nouvelles. « Qu'est-ce qui se passe ? Emma, elle commence à se poser des questions sur nous. Elle m'a demandé hier soir si tu étais mon petit ami. Et qu'est-ce que tu lui as répondu ? Que c'était compliqué, que les relations entre adultes n'étaient pas aussi simples que dans les films. » Élodie soupira. « Mais elle n'est pas dupe, Alex. Elle voit bien qu'il y a quelque chose entre nous. » Alexandre se rapprocha d'elle sur le canapé. « Et il y a quelque chose entre nous, non ? » Je ne sais pas, avoua Élodie. Ces dernières semaines ont été merveilleuses. Tu es redevenu mon meilleur ami. Emma t'adore. On forme presque une vraie famille. Mais j'ai peur, Alex. Peur de quoi ? Peur que ce soit trop beau pour être vrai. Peur qu'un jour tu te réveilles et tu réalises que ta vraie vie c'est ailleurs. Avec des gens de ton milieu, dans des soirées mondaines, dans des palaces. Élodie détourna le regard. Peur que tu nous quittes comme David nous a quittés. Alexandre prit le visage d'Élodie entre ses mains, l'obligeant à le regarder. « Élodie, écoute-moi bien. Je ne suis pas David. Je ne l'ai jamais été, et je ne le serai jamais. Cet homme était un lâche qui a profité de ta jeunesse et de ta confiance. Moi, je t'aime. Je vous aime toutes les deux, et je ne partirai jamais. Tu ne peux pas en être sûr. Si, je peux. » Alexandre caressa doucement la joue d'Élodie. « Tu veux savoir pourquoi ? Parce que ma vraie vie, c'est ici, avec vous. Ces dernières semaines, j'ai été plus heureux qu'en 35 ans d'existence. Mon empire, mes milliards, mes voitures de luxe, tout ça n'a plus aucune importance à côté de ce que je ressens quand Emma me raconte sa journée au collège ou quand tu me souris comme tu le fais en ce moment. » Élodie avait les larmes aux yeux. « Alex, épouse-moi, dit-il soudain. » Élodie sursauta. « Quoi ? Épouse-moi, répéta Alexandre. « Je sais que c'est tôt. Je sais qu'on se retrouve à peine, mais je sais aussi que je ne veux plus passer un seul jour sans toi et Emma. Marions-nous, formons une vraie famille. Alex, tu es fou. On ne peut pas se marier comme ça. Et Emma, tu y as pensé ? Elle va croire qu'on lui cachait tout. On lui expliquera. On lui dira qu'on s'aimait déjà au lycée, qu'on s'est perdu de vue, qu'on s'est retrouvés. Elle est intelligente, elle comprendra. » Élodie secoua la tête. « Alex, c'est de la folie. Un mariage, ce n'est pas un jeu.
Et avec ma situation, je n'ai rien à t'apporter. Pas d'argent, pas de relations, pas de statut social. Tu m'apportes tout ce qui compte. Ton amour, celui d'Emma, une vraie famille. Élodie. J'ai passé 17 ans à chercher le bonheur dans de mauvais endroits. Je l'ai trouvé ici, avec vous. Ne me demande pas de repartir à zéro. Élodie resta silencieuse un long moment, réfléchissant intensément. Alexandre pouvait presque entendre les rouages de son cerveau tourner à pleine vitesse, pesant le pour et le contre, analysant les risques et les opportunités. Si on se mariait, dit-elle finalement d'une voix hésitante, ça changerait quoi pour Emma? Pour nous? Tout, répondit Alexandre sans hésitation. Emma pourrait aller dans les meilleures écoles, avoir tous les moyens de réaliser ses rêves. Toi, tu pourrais arrêter de travailler au restaurant et te consacrer entièrement à l'écriture. Je pourrais vous offrir la sécurité, le confort, les voyages, l'éducation. Et en échange, vous me donnez ce que l'argent ne peut pas acheter. Une famille aimante, un foyer, une raison de me lever le matin, qui ne soit pas un rendez-vous d'affaires. Élodie ferma les yeux. Laisse-moi réfléchir. C'est une décision énorme, Alex. Ça va changer nos vies à toutes les deux. Prends tout le temps qu'il faut, dit Alexandre en l'embrassant tendrement sur le front. Mais sache que quoi que tu décides, je serai là. Même si tu dis non au mariage, je ne vous abandonnerai jamais. Cette nuit-là, Élodie ne ferma pas l'œil. Elle resta éveillée à fixer le plafond, pesant chaque aspect de la proposition d'Alexandre. D'un côté, c'était l'opportunité de donner à Emma tout ce qu'elle méritait. La meilleure éducation, un avenir sans soucis financiers, un père aimant. De l'autre, c'était un saut dans l'inconnu avec un homme qu'elle connaissait bien autrefois, mais qui était devenu un étranger puissant et influent. Vers 5 heures du matin, elle se leva discrètement et alla s'installer à son petit bureau. Elle ouvrit son ordinateur portable et commença à écrire. Pas une de ses nouvelles habituelles, mais une lettre. Une lettre à elle-même, pour clarifier ses pensées. « Chère Élodie, il y a un mois, tu étais serveuse dans un petit restaurant parisien. Tu jonglais entre 2 emplois pour joindre les 2 bouts, et ton plus grand rêve était de pouvoir payer sans stress la cantine scolaire d'Emma. Aujourd'hui, l'homme le plus riche de France te demande en mariage et te propose de réaliser tous tes rêves. Est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Probablement. Est-ce qu'Alexandre est sincère? Tu crois que oui. Tu le connais depuis assez longtemps pour savoir qu'il n'est pas du genre à mentir ou à manipuler. Au lycée déjà, c'était l'un des garçons les plus honnêtes et droits que tu aies jamais rencontrés. Mais la vraie question c'est, est-ce que tu l'aimes? Vraiment? Ou est-ce que tu es juste séduite par la sécurité qu'il peut t'offrir? Sois honnête avec toi-même, Élodie. Quand Alexandre te regarde avec ses yeux bruns pleins de tendresse, quand il aide Emma avec ses devoirs, quand il rit à tes blagues stupides, quand il t'écoute parler de tes projets d'écriture comme si c'était la chose la plus importante du monde, ton cœur s'emballe. Tu as l'impression de retrouver la jeune fille de 18 ans qui était folle amoureuse de son meilleur ami. Alors oui, tu l'aimes, tu l'as toujours aimé. La question maintenant c'est, est-ce que tu es prête à lui faire confiance? David t'a brisé, c'est vrai. Mais David n'était qu'un professeur marié qui profitait de sa position d'autorité. Alexandre, lui, t'offre tout ce qu'il a, sans condition, sans arrière-pensée. Il veut t'épouser devant Dieu et devant les hommes. Il veut adopter Emma. Il veut construire une vraie famille avec vous. Et Emma, elle mérite d'avoir un père. Elle mérite d'avoir toutes les chances de réussir dans la vie. Elle mérite de ne plus voir sa mère s'épuiser au travail pour quelques euros. Alors quoi? Tu vas dire non par fierté? Par peur de ce que les gens vont penser? Par crainte de passer pour une opportuniste? Ou tu vas dire oui à l'amour? Oui au bonheur? Oui à l'aventure d'une vie avec l'homme que tu as toujours aimé? Tu connais déjà la réponse, Élodie. Tu l'as toujours connue. Elle referma l'ordinateur et retourna se coucher. Pour la première fois depuis des semaines, elle dormit paisiblement. Le lendemain matin, pendant qu'Emma prenait son petit déjeuner, en révisant son contrôle de mathématiques, Élodie envoya un message à Alexandre. « Retrouve-moi au café de la gare Saint-Lazare à 8h30. J'ai quelque chose d'important à te dire. » Alexandre était déjà au café quand elle arriva, visiblement nerveux. Il avait commandé un café noir et regardait fixement sa tasse sans y toucher. « Alors ?» demanda-t-il dès qu'elle s'assit en face de lui. Élodie prit une profonde inspiration. « Oui. Oui quoi? Oui, je veux t'épouser. Oui, je veux former une famille avec toi. Oui, je veux tenter cette aventure folle. » Un sourire radieux illumina son visage. « Oui à tout, Alex. » Alexandre resta bouche bée pendant quelques secondes, puis un immense sourire éclaira son visage. «
Il se leva d'un bond, contourna la table et prit Élodie dans ses bras, la soulevant de terre et la faisant tournoyer sous les regards amusés des autres clients du café. « Tu es sérieuse? Tu dis vraiment oui ?» répéta-t-il en la reposant délicatement. « Oui, je dis oui. Mais Alexandre… » Élodie posa ses mains sur les joues de son futur mari. « Il faut qu'on parle à Emma ensemble, aujourd'hui même. Elle a le droit de savoir ce qui se passe. Et surtout, elle a le droit de donner son avis. Tu as raison. Et si elle dit non ? » « Elle ne dira pas non, » sourit Élodie. « Cette petite manipulatrice essaye de nous mettre ensemble depuis 3 semaines. Hier soir, elle m'a encore demandé pourquoi tu ne dormais jamais à la maison comme les papas de ses copines. » Alexandre éclata de rire. « Elle a dit ça ? Texto. Et quand je lui ai expliqué que ce n'était pas si simple, elle m'a répondu « Mais maman, si vous vous aimez, qu'est-ce qui vous empêche d'être ensemble ?» Une logique imparable. Ils passèrent le reste de la matinée à planifier cette conversation cruciale avec Emma. Alexandre proposa de l'emmener déjeuner dans un restaurant spécial, pas trop chic pour ne pas l'impressionner, mais suffisamment sympa pour marquer le coup. Élodie suggéra le petit bistrot près du parc des Buttes-Chaumont, où elles avaient leurs habitudes. À midi pile, ils attendaient Emma devant le collège. L'adolescente fut surprise de voir Alexandre à cette heure-ci. Habituellement, il ne venait que le soir. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda-t-elle en embrassant sa mère. « Tu n'es pas au travail ?»« J'ai pris ma journée. » répondit Élodie mystérieusement. « Alexandre et moi, on voulait t'emmener déjeuner. On a quelque chose d'important à te dire. » Emma les regarda tour à tour, et Alexandre vit dans ses yeux verts une lueur d'excitation. Cette gamine était décidément très perspicace. « C'est une bonne nouvelle au moins ?» demanda-t-elle, en glissant son bras sous celui d'Alexandre. « Je pense que oui, » répondit Alexandre en souriant, « mais c'est à toi de nous le dire. » Au restaurant, ils s'installèrent à une table près de la fenêtre. Emma commanda ses éternelles pâtes carbonara, Alexandre opta pour un steak frites et Élodie choisit une salade composée. Une fois les plats servis, un silence s'installa. Emma les observait avec attention, sentant qu'il se passait quelque chose d'important. « Bon, » finit-elle par dire en posant ses couverts, « vous allez me dire ce qui se passe ou je dois deviner ?» Élodie et Alexandre échangèrent un regard. « Emma, » commença Élodie, « tu te souviens quand tu m'as demandé si Alexandre était mon petit ami ? » « Oui. Eh bien, c'est plus compliqué que ça. » Élodie prit une profonde inspiration. « Alexandre et moi, on s'aimait déjà quand on était au lycée. Mais on ne se l'était jamais dit. Et puis on s'est perdu de vue et nos vies ont pris des chemins différents. » Emma hocha la tête, l'air très concentré. « Et maintenant ? Maintenant, on s'est retrouvés, » dit Alexandre en prenant la parole. « Et on se rend compte qu'on s'aime encore, qu'on s'est toujours aimé en fait. Donc vous êtes ensemble maintenant ? » « Pas exactement, » répondit Élodie. « Enfin, Alexandre m'a demandé quelque chose ce matin, quelque chose d'important. » Emma écarquilla les yeux. « Oh là là, il t'a demandé en mariage ?» Alexandre sourit devant la perspicacité de l'adolescente. « Oui, et ta maman a dit oui. » Pendant quelques secondes, Emma resta parfaitement immobile, digérant l'information. Puis, soudain, un immense sourire éclaira son visage et elle se leva d'un bond pour se jeter dans les bras de sa mère. « Maman, c'est génial, je suis tellement contente !» Elle se tourna vers Alexandre. « Et moi, qu'est-ce que je deviens dans cette histoire ?»« Toi, » dit Alexandre en se levant à son tour, « si tu es d'accord, j'aimerais beaucoup t'adopter officiellement, pour qu'on forme une vraie famille tous les 3. » Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. « Tu veux dire, tu veux être mon papa ?»« Si tu veux bien de moi comme papa, » répondit Alexandre, la voix tremblante d'émotion. Emma n'hésita pas une seconde. Elle se jeta dans les bras d'Alexandre et éclata en sanglots de joie. « Oui, oui, je veux. J'ai toujours rêvé d'avoir un papa comme toi. » Dans le petit restaurant, plusieurs clients s'étaient retournés pour observer cette scène émouvante. Certains souriaient, d'autres avaient les larmes aux yeux. Le serveur qui les connaissait bien s'approcha discrètement. « Félicitations », dit-il simplement en posant une bouteille de champagne sur leur table. « C'est la maison qui offre. » Le reste du déjeuner se déroula dans une atmosphère de fête. Emma bombardait Alexandre de questions. Quand aurait lieu le mariage? Où allait-il habiter? Est-ce qu'elle pourrait inviter ses copines? Est-ce qu'elle aurait le droit de l'appeler papa tout de suite? Doucement, ma chérie, rit Élodie. On a le temps de tout organiser. Mais maman, j'ai tellement de choses à prévoir. Il faut que je choisisse ma robe, que je prépare un discours pour la cérémonie, que j'annonce la nouvelle à mes copines. Emma se tourna vers Alexandre. Papa, tu as une grande maison? Le mot « papa » dans la bouche d'Emma fit fondre le cœur d'Alexandre.
Assez grande, oui, avec un jardin, une piscine et surtout une bibliothèque immense où ta maman pourra écrire tranquillement. Une piscine? Sérieusement? Emma était aux anges. Et Voltaire? Il pourra venir aussi? Bien sûr, il aura même tout un jardin pour lui tout seul. Emma applaudit de joie. Mes copines vont être trop jalouses. J'ai hâte de leur dire que ma mère épouse un milliardaire. Emma, protesta Élodie, Alexandre n'est pas qu'un milliardaire. C'est d'abord un homme formidable qui nous aime. Je sais, maman. Mais il faut reconnaître que c'est cool aussi d'être riche, répliqua Emma avec un pragmatisme qui fit rire Alexandre. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions et d'organisation. Alexandre présenta officiellement Élodie et Emma à sa famille, ses parents, qui vivaient désormais en Suisse, et sa sœur cadette Camille, mariée à un diplomate et mère de 2 enfants. L'accueil fut chaleureux, surtout de la part de Camille, qui avoua à Alexandre qu'elle était soulagée de le voir enfin heureux. « Tu sais, grand frère, » lui dit-elle un soir au téléphone, « ça faisait des années que maman et moi, on s'inquiétait pour toi. Tu avais tout pour être heureux, mais tu semblais si seul, si vide. Quand j'ai vu tes yeux briller en parlant d'Élodie et d'Emma, j'ai compris que tu avais enfin trouvé ce que tu cherchais. » Alexandre avait également présenté sa nouvelle famille, à ses amis proches et à ses associés. Certains avaient été surpris. Comment le célibataire endurci qu'il était pouvait-il soudain vouloir se marier et adopter une adolescente? Mais la plupart avaient rapidement compris en voyant Alexandre transformé, plus détendu et plus heureux qu'il ne l'avait jamais vu. Madame Blanchard, son assistante, fut la première à rencontrer Élodie et Emma. La rencontre eut lieu au bureau d'Alexandre un mercredi après-midi, quand il voulut faire visiter son entreprise à Emma comme promis. « Monsieur Dubois », confia-t-elle discrètement à Alexandre après avoir fait faire le tour du propriétaire à Emma. « Cette petite fille est remarquable. Et sa mère, je comprends pourquoi vous êtes tombé amoureux. Elle a quelque chose de lumineux. » Emma, elle, fut complètement fascinée par la visite d'Aquatech. Elle posa 1000 questions sur les technologies développées par l'entreprise, prit des notes dans un petit carnet et réussit même à impressionner les ingénieurs par la pertinence de ses observations. « Papa, » dit-elle en sortant du laboratoire principal, « est-ce que je pourrais faire un stage ici pendant les vacances d'été? J'aimerais vraiment comprendre comment vos machines sauvent des vies. » Alexandre était touché que Emma l'appelle spontanément « papa » devant ses employés. « Bien sûr, ma chérie, on organisera ça. Et maman, elle pourrait venir travailler ici aussi? Elle écrit tellement bien, elle pourrait s'occuper de la communication de l'entreprise. » Alexandre et Élodie échangèrent un regard amusé. Emma avait déjà tout planifié dans sa tête. Le mariage fut fixé au 15 décembre, dans l'intimité. Alexandre aurait pu organiser une cérémonie grandiose avec 500 invités dans un château de la Loire, mais Élodie préférait quelque chose de simple et authentique. Ils optèrent finalement pour une cérémonie civile en mairie du 16e arrondissement, suivie d'un déjeuner dans un restaurant privatisé pour l'occasion avec une 50aine d'invités, famille et amis proches. Emma fut chargée de porter les alliances, mission qu'elle prit très au sérieux. Elle avait choisi une robe bleu marine avec des chaussures dorées et s'était entraînée pendant des heures à marcher avec dignité sans faire tomber les précieux anneaux. Élodie était radieuse dans une robe ivoire simple mais élégante avec un bouquet de pivoine blanche. Quand Alexandre la vit arriver au bras de son père, avec qui elle s'était réconciliée pour l'occasion, il eut les larmes aux yeux. Elle était encore plus belle que dans ses rêves d'adolescent. La cérémonie fut émouvante et pleine de rire. Quand le maire leur demanda d'échanger leurs vœux personnels, Alexandre prit les mains d'Élodie dans les siennes. « Élodie, » dit-il d'une voix tremblante d'émotion, « il y a 17 ans, j'ai laissé partir la femme de ma vie sans lui dire que je l'aimais. Aujourd'hui, devant nos familles et nos amis, je veux réparer cette erreur. Je t'aime depuis que j'ai 18 ans. Je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. Et je promets de chérir chaque jour qui nous est donné ensemble, toi, moi et notre fille Emma. » Élodie pleurait ouvertement maintenant. « Alexandre, » répondit-elle, d'une voix brisée par l'émotion, « tu m'as rendu ma vie. Tu as transformé mes galères en aventures, mes peurs en espoir, ma solitude en famille. Je promets de t'aimer fidèlement, de te soutenir dans tes projets et de construire avec toi le plus beau des foyers pour Emma et pour les enfants que nous aurons peut-être. » Quand ils s'embrassèrent pour sceller leur union, Emma applaudit si fort que toute l'assemblée éclata de rire. « Maintenant, on est une vraie famille !» cria-t-elle, ce qui déclencha une standing ovation générale. Le déjeuner qui suivit fut mémorable. Alexandre avait fait venir un chef étoilé, mais le menu restait simple et convivial.
Emma fit un discours improvisé qui fit rire et pleurer l'assemblée. « Mesdames et messieurs, commença-t-elle avec un sérieux comique, aujourd'hui est le plus beau jour de ma vie, parce que ma maman a épousé l'homme le plus génial du monde. Alexandre, enfin papa, merci de nous avoir trouvés. Merci de rendre maman heureuse. Et merci de m'avoir donné enfin un papa comme j'en rêvais. Maintenant, je vais pouvoir dire à mes copines que mon père est plus cool que les leurs. » 3 mois après le mariage, Alexandre, Élodie et Emma s'installèrent dans l'hôtel particulier du 16e arrondissement. Emma eut sa propre suite avec une chambre, un bureau pour faire ses devoirs, et même un petit laboratoire où elle pouvait faire ses expériences de scientifique. Élodie aménagea un bureau d'écrivaine dans l'ancienne bibliothèque, avec vue sur le jardin, et tout l'espace nécessaire pour laisser libre cours à sa créativité. Comme promis, Élodie avait quitté son emploi au restaurant pour se consacrer entièrement à l'écriture. En 6 mois, elle termina son premier roman, l'histoire d'une femme qui retrouve son premier amour après des années de séparation. Le livre, publié par une grande maison d'édition parisienne, connut un succès immédiat. Les critiques saluèrent la plume sensible et authentique d'Élodie, et le public adopta immédiatement cette histoire d'amour qui redonnait foi en la vie. Emma s'épanouit dans sa nouvelle école privée, où ses résultats excellents lui valurent d'être admise dans la section scientifique européenne. Elle passait ses mercredis après-midi chez Aquatech, où elle avait ses propres projets de recherche encadrés par les meilleurs ingénieurs de l'entreprise. « Tu sais, papa, dit-elle un soir à Alexandre, pendant qu'ils faisaient ensemble les devoirs de physique-chimie, j'ai décidé ce que je veux faire plus tard. »« Ah oui? Et qu'est-ce que c'est ? » ?»« Je veux reprendre ton entreprise quand tu seras vieux et fatigué. Mais en plus de l'eau potable, je veux développer des technologies pour dépolluer les océans et l'air. Comme ça, on sauvera la planète entière. » Alexandre sourit, ému par l'ambition de sa fille adoptive. « C'est un très beau projet, ma chérie, et je suis sûr que tu y arriveras. »« Bien sûr que j'y arriverai, j'ai les meilleurs profs du monde, toi pour la science et maman pour la détermination. » 1 an après leur mariage, Élodie annonça à Alexandre qu'elle était enceinte. Emma accueillit la nouvelle avec un enthousiasme débordant. Elle allait enfin avoir le petit frère ou la petite sœur dont elle rêvait. « Maman, » dit-elle en posant délicatement sa main sur le ventre encore plat d'Élodie, « tu crois que le bébé sera aussi intelligent que moi ?»« J'espère qu'il ou elle sera moins prétentieuse, » répliqua Élodie en riant. « Je ne suis pas prétentieuse, je suis réaliste. Avec des parents comme vous, ce bébé va forcément être génial. » Le petit Louis-Alexandre Dubois naquit un jour de printemps sous le regard attendri de ses parents et de sa grande sœur qui se proclama immédiatement la meilleure baby-sitter du monde. 5 ans plus tard, la famille Dubois était complète et épanouie. Emma, devenue une brillante étudiante de 18 ans, venait d'être acceptée à Polytechnique, avec la mention très bien au baccalauréat scientifique. Elle avait tenu sa promesse de reprendre l'entreprise familiale et passait déjà ses étés à faire des stages chez Aquatech. Élodie était devenue une romancière reconnue, avec 3 best-sellers à son actif et de nombreux prix littéraires. Elle travaillait sur son 4e roman, tout en s'occupant du petit Louis, qui montrait déjà à 4 ans des signes d'intelligence précoce inquiétants pour ses futurs instituteurs. Alexandre, quant à lui, avait trouvé l'équilibre parfait entre sa réussite professionnelle et son bonheur familial. Aquatech continuait de se développer dans le monde entier, mais il avait appris à déléguer pour consacrer plus de temps à sa famille. Chaque soir, il rentrait chez lui avec la joie d'un homme qui sait que l'amour l'attend. Un soir d'été, ils étaient tous les 4 dans le jardin. Emma révisait ses futurs cours de prépa sur une couverture, Louis construisait un château de sable dans le bac à sable qu'Alexandre avait installé spécialement pour lui, et Élodie écrivait dans un carnet en surveillant son fils du coin de l'œil. « À quoi tu penses ?» demanda Alexandre en s'asseyant près de sa femme. « Je me dis que la vie est bizarre, » répondit Élodie en levant les yeux de son carnet. « Il y a 6 ans, j'étais serveuse dans un petit restaurant. Je me demandais comment payer la cantine d'Emma, et je pensais que l'amour, ce n'était que dans les livres. Et maintenant ? Et maintenant ? Maintenant, j'ai tout ce dont j'ai toujours rêvé, et même plus. Un mari qui m'aime, des enfants extraordinaires, une carrière qui me passionne, une sécurité financière qui me permet de dormir sur mes 2 oreilles. Parfois, j'ai peur que ce soit trop beau pour durer. » Alexandre prit la main d'Élodie et la porta à ses lèvres. « Tu sais ce que je me dis quand j'ai ce genre de crainte ? Quoi ? Que nous avons eu notre part de galère. Toi avec David et ses années difficiles, moi avec ma solitude et mes relations ratées. Maintenant, c'est notre tour d'être heureux. Et on a bien l'intention d'en profiter le plus longtemps possible. » Emma leva la tête de ses livres.
Papa a raison, maman. Et puis, si jamais vous vous disputez un jour, moi et Louis, on vous obligera à vous réconcilier. Pas question que vous nous gâchiez notre famille parfaite. Louis, qui avait entendu son prénom, a couru vers eux en tendant ses petites mains pleines de sable. « Maman, papa, garde mon château !» Alexandre prit son fils sur ses genoux, malgré le sable qui allait salir sa chemise blanche. « Il est magnifique, mon bonhomme, tu es un vrai architecte. » Élodie regardait cette scène avec émotion. Son mari et ses enfants, dans leur jardin un soir d'été parfait. Elle repensa à cette soirée pluvieuse d'octobre où elle servait les clients du Petit Montmartre, fatiguée et résignée. Jamais elle n'aurait imaginé que sa vie pouvait basculer en une seule soirée. « Maman, » dit soudain Emma, « tu te souviens du soir où papa est venu au restaurant pour la première fois ?»« Bien sûr, ma chérie. Comment est-ce que je pourrais oublier ? Moi, quand je vous ai vus ensemble pour la première fois au collège, j'ai tout de suite su qu'il se passait quelque chose de spécial. Vous aviez la même façon de vous regarder que dans les films romantiques. » Alexandre éclata de rire. « Tu es très observatrice, Emma. »« Je sais. C'est pour ça que je ferai une excellente directrice d'entreprise. Rien ne m'échappe, » répliqua l'adolescente avec son assurance habituelle. Plus tard dans la soirée, quand les enfants furent couchés, Alexandre et Élodie se retrouvèrent seuls sur la terrasse. La nuit était douce, étoilée, parfaite pour les confidences. « Alex, » dit Élodie en se blottissant contre lui, « est-ce que tu regrettes parfois ta vie d'avant, ta liberté, tes soirées mondaines, tes voyages en solo ?»« Jamais, » répondit Alexandre sans hésitation. « Tu sais ce que je faisais pendant mes soirées mondaines ? Je m'ennuyais en pensant à toi. Tu sais à quoi je pensais pendant mes voyages en solo ? À ce que ça aurait été de les partager avec toi. Ma vie d'avant n'était qu'une longue attente, Élodie. J'attendais de te retrouver sans le savoir. Et maintenant, tu es heureux ? Plus heureux que je ne l'ai jamais été. Plus heureux que je ne pensais que c'était possible. » Alexandre caressa tendrement les cheveux de sa femme. « Et toi, tu regrettes ton indépendance d'avant ?» Élodie rit doucement. « Quelle indépendance ? J'étais esclave de mes horaires de travail, de mes factures à payer, de mes angoisses pour l'avenir d'Emma. Maintenant, pour la première fois de ma vie, je suis vraiment libre. Libre de rêver, d'écrire, d'aimer, de profiter de mes enfants. Alors on est d'accord. On a fait le bon choix ? Le meilleur choix de nos vies, confirma Élodie en l'embrassant tendrement. Au-dessus d'eux, les étoiles brillaient dans le ciel parisien. Dans leur chambre, Emma et Louis dormaient paisiblement, bercés par la certitude d'être aimés inconditionnellement. Et dans le petit bureau d'Élodie, un manuscrit inachevé attendait la suite de l'histoire, car il y aurait toujours de nouvelles histoires à raconter, de nouveaux bonheurs à vivre, de nouvelles aventures à partager. L'histoire d'Alexandre et d'Élodie prouvait qu'il n'est jamais trop tard pour croire aux contes de fées. Parfois, il suffit d'une soirée pluvieuse, d'un hasard au détour d'un restaurant, et d'un cœur qui ose à nouveau espérer pour que la vie révèle enfin ses plus beaux secrets. Et ils vécurent heureux avec beaucoup d'enfants. Enfin 2 pour l'instant, mais qui sait ce que l'avenir leur réservait encore. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour soutenir ce type de contenu. Et dites-moi en commentaire, quelle a été votre scène préférée dans cette histoire d'amour ? Pensez-vous que l'amour peut vraiment triompher de toutes les différences sociales ? Vos avis m'intéressent énormément.